Bienvenue les amis dans ce nouveau JT du grenier réalisé sans montage et sans trucage. Et oui, pourquoi investir dans le placement défense proposé par nos mamamouchis gouvernementaux est sans doute une très mauvaise idée. C'est ce que je vous propose que l'on regarde ensemble aujourd'hui dans ce nouveau JT du grenier. Je vous précise tout de même que affirmation, vous me connaissez, ne vaut pas argumentation. Donc une fois qu'on a affirmé que ce n'était pas une bonne idée, eh bien on va essayer de voir pourquoi ça pourrait ne pas être une mauvaise idée, ne pas être une bonne idée et justement une mauvaise idée. Des chars, des masques, des chars et des masques, des masques et des chars. Vous allez voir, il y a un rapport, mais je m'en vais vous expliquer tout ça, les amis. Pourquoi investir, c'est pas une bonne idée. Alors, d'abord, il y a un problème de contexte, d'accord? C'est-à-dire que combien, ça rapporte combien, quelle est la garantie en capital, quelle est l'échéance, bon, tout ça c'est encore un petit peu flou, mais a priori, ça serait à partir de 500 €, a priori, ça serait bloqué 5 ans, a priori, il n'y aurait pas de garantie, et a priori, il y aurait un rendement de 10 à 15%, on n'a pas compris si c'était un rendement par an de 10 à 15%, auquel cas c'est du Madoff, ou du hautement spéculatif, si vous voulez, ou si c'est un rendement de 10 à 15% sur 5 ans, auquel cas c'est plutôt affligeant et insignifiant. Bref, en plus, il n'y aura pas a priori d'avantage fiscal, genre si je souscris 500, je paye 500 € d'impôt en moins. Ben, c'est assez logique, hein, parce que l'État il a besoin d'argent, donc s'il veut vous faire investir, c'est pas pour en plus vous permettre de déduire de vos impôts qu'il a envie et une nécessité d'augmenter. Alors voilà, comme disait Pépé, quand c'est flou, eh bien il y a un loup. Toujours se poser les bonnes questions. Une bonne question, c'est une question qui fâche. Alors, l'objectif, c'est de financer la défense. Ok, tout le monde a compris. Les industries de défense ne vivent, on est d'accord, que par la commande publique. C'est-à-dire que si vous et moi, on avait le droit d'acheter, pas tout le temps, hein, au début de la pandémie, quand il n'y avait pas de masque pour tout le monde, l'achat de masques était interdit, mais il n'était pas en vente libre. Mais en attendant, après, on avait le droit d'acheter des masques. Vous n'avez pas le droit d'acheter un char, vous n'avez pas le droit d'acheter un avion de chasse avec ses missiles, et le lance-roquettes n'est pas non plus en vente libre chez votre marchand de journaux, bien que dans certains quartiers, mais c'est un autre sujet que nous n'aborderons pas ici puisque c'est pas le but. Mais vous m'avez compris, ça reste un marché qui n'est pas accessible aux particuliers. C'est un marché d'État, de commande d'État. Donc évidemment, l'industrie de la défense, ça dépend uniquement de la dépense publique. Vous n'avez pas plus étatique que l'industrie de la défense. Donc pourquoi financer une industrie de la défense? Je vous pose la question. Pourquoi financer l'industrie de la défense avec un appel aux capitaux des gens, puisque cette industrie ne dépend que de la dépense publique. En clair, c'est que de l'argent public. Puisque, in fine, celui qui paye, le client, il n'y en a qu'un, c'est l'État. Bon, c'est l'État français ou un État, bon, ça ne sera pas l'État allemand, parce que l'État allemand, quand il va investir ses 500 milliards d'euros, je vous assure, ce n'est pas pour acheter des armes françaises. Donc, ils vont recréer leur industrie à eux. Les Italiens, c'était anciennement Finmeccanica, maintenant, c'est le groupe Leonardo. D'ailleurs, plus gros groupe européen de défense, il est italien, il n'est pas français. C'est intéressant à savoir. Donc, le coût des commandes publiques va se retrouver augmenté du taux d'intérêt que l'on doit verser pour rémunérer le capital. Donc, il n'y a aucun intérêt, encore une fois, pour que l'État fasse financer par le privé à qui il va devoir payer un taux d'intérêt, ce qui va venir renchérir le prix de vente de ce qu'il va acheter via la commande publique, plutôt que de le faire lui-même directement en disant voilà, je commande, je crois que je vous l'ai mis un petit peu plus loin, ça doit être la diapo plus loin, il suffit que voilà, l'État passe une commande ferme, l'entreprise dit voilà, j'ai une commande ferme, j'ai besoin de ça ou de ça, et donc j'ai besoin d'un financement, et n'importe quelle banque suivra évidemment un grand industriel de la défense s'il a une commande ferme de l'État avec un acompte et tout le tintouin. Donc, quel est le mobile? Pourquoi faire ce financement?
Surtout qu'en plus, en faisant ce financement, c'est pas forcément de l'argent frais qui va arriver, c'est souvent un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que l'argent qui va aller sur ce placement défense, c'est de l'argent qui est soit sur le livret A aujourd'hui et qui finance le logement social, soit c'est de l'argent qui est sur les assurances vie et ça finance les dettes de l'État et donc les obligations de l'État. Donc c'est surprenant quand même. Donc, on va déshabiller Paul pour habiller Jacques. C'est pas très clair. Voilà, ça reste encore une fois très flou. Donc il n'y a pas vraiment de logique économique à ce placement qu'on vous propose. Il n'y a pas de logique économique perceptible qui tienne la route et qui soit de nature à être convaincante. Et donc, quel est le mobile, encore une fois, de l'État qui, soit dit en passant, les amis, ne fait jamais rien par hasard. Hein. Donc, il y a toujours, il peut faire des bêtises, mais quand il fait les bêtises, il ne les fait pas non plus par hasard. C'est-à-dire qu'il va se tromper, mais il y a une logique dans l'erreur que l'État va commettre. En clair, la seule question à se poser, et à chaque fois que l'État vous propose quelque chose, une défiscalisation, un placement, etc., posez-vous toujours la question, comment je vais me faire carabistouiller? Et ne partez pas du principe que 1, on va vous dire la vérité, que 2, l'État vous veut du bien, et que 3, ils ont tous envie de vous enrichir et de vous faire gagner de l'argent. Vous avez déjà vu un État qui a envie de vous faire gagner de l'argent? Et vous avez déjà vu une banque qui a vraiment envie de vous faire gagner de l'argent? Que eux, ils aient envie de gagner de l'argent, ça on a bien compris. Que l'État ait envie de gagner de l'argent via les impôts, les taxes et cotisations, on a tous bien compris. Mais croyez-vous vraiment que l'État vous fasse des cadeaux? Jamais. Il n'y a jamais de cadeau d'État. Jamais. Ça n'existe pas. Et ceux qui pensent que quand ils perçoivent une prime de rentrée, une allocation, bon, c'est jamais un cadeau. D'abord, il y a toujours quelqu'un qui paye, et in fine, il y aura toujours quelqu'un qui paiera, et c'est toujours vous. C'est-à-dire que même si vous percevez des sous, en réalité, les sous que vous percevez, eh bien, c'est en contrepartie des salaires très faibles que vous avez quand vous travaillez. Donc, en réalité, vous payez tout ça. Il n'y a jamais de cadeau d'État. Et les pays où il n'y a pas d'aide, je pense par exemple à la Suisse, un pays où il y a beaucoup moins d'aide, c'est un pays où les salaires sont bien plus élevés, évidemment. Donc en réalité, vous payez moins d'impôts, vous payez moins de cotisations, mais il y a des salaires qui sont nettement plus élevés. Et la Suisse est un pays extrêmement riche, mais ses citoyens sont prospères. Ce n'est pas l'État qui est riche, c'est les citoyens suisses qui sont prospères. Et j'ai un rêve, et ce rêve, ça serait que les citoyens français soient aussi prospères, évidemment, que les citoyens suisses, et pour ça, il faudra un jour mettre un immense coup de pied dans notre État-providence, dans toutes ces dépenses. Et n'imaginez pas que dire cela et être contre l'aide, je suis pour l'aide, c'est pas le problème. Aider, c'est pas assister. Et surtout, et ce n'est pas le sujet, mais on a besoin de s'accomplir, et on ne s'accomplit pas dans l'oisiveté. Donc de toute façon, on a besoin de participer, d'être un acteur de la société, d'avoir son rôle, sa place, etc. Donc de toute façon, c'est important de travailler, d'être en activité, d'avoir des collègues, de sortir. Enfin, c'est bien plus que juste le fait de travailler, de gagner un salaire. Donc tout ça qui vous architecture une société, une collectivité, et qui fait que tout le monde a sa place et que vous avez de l'harmonie dans votre pays. Et l'harmonie, la prospérité, ce sont des choses qui vont ensemble. C'est parce qu'on travaille tous qu'une société est prospère. Donc voilà, la prospérité, c'est un cadre qui doit être mis en œuvre par l'État en laissant la liberté aux gens et en arrêtant de passer son temps à donner la béquée et à dire à tout le monde comment il doit vivre, comment il doit faire, comment il doit élever ses enfants. Alors, foutez la paix aux gens. Bon. Donc quand il n'y a pas de logique, on doit se poser la question comment on va se faire carabistouiller, parce qu'il y a bien une carabistouille qui arrive, et comme je disais, il n'y a jamais rien de gratuit, c'est vous payer. Alors, quelques précédents, d'accord? Eurotunnel, alors évidemment, les plus jeunes parmi vous, vous n'avez pas entendu parler d'Eurotunnel, c'était en 1987 qu'il y a eu le financement d'Eurotunnel. Alors moi, en 1987, j'ai vu ça de mes yeux vus, mais j'étais jeune encore à l'époque, je vais avoir 14-15 ans. Bon. Mais je m'en souviens très très bien. Et je me souviens très très bien de tout le monde, il faut investir dans l'Eurotunnel. Le banquier a dit qu'il fallait investir dans l'Eurotunnel. Il y avait des publicités, des réclames à la télé en disant investissez dans l'Eurotunnel. Le chantier du siècle, le placement de bons pères de famille,
Eurotunnel, ça ne peut pas perdre d'argent, ça pourrait être du solide, c'est creusé dans le roc, c'était extraordinaire, on allait transformer l'Angleterre en presqu'île. Évidemment, 600 000 Français se sont rués pour acheter des actions Eurotunnel, pour faire un de cochon à la perfide Albion et la relier au continent, tandis que seulement 120 000 Anglais ont sauté le pas et sont devenus actionnaires, donc beaucoup plus de Français que d'Anglais. Évidemment, les Français, on avait envie de les transformer en presqu'île, eux avaient un peu moins envie de se faire transformer en presqu'île. Donc ça explique le différentiel. Les petits porteurs ont été ruinés. Augmentation de capital après augmentation de capital, dilution après dilution, ils ont été ruinés, laminés, et en réalité, les banques s'en sont très bien sorties, puisqu'elles ont perçu beaucoup d'intérêts sur la durée. Les États ont pu financer la construction de ce tunnel sur le dos des petits épargnants qui évidemment se sont fait couillonner, et donc ici, en réalité, l'État britannique et l'État français ont réussi à faire financer l'essentiel du coût de construction du tunnel sous la Manche par les gens, par les épargnants, par les individus qui ont été tous ruinés. Voilà, il n'y en a pas un qui ait gagné de l'argent avec Eurotunnel. Souvenez-vous, le Covid-19, plus proche de chez nous maintenant, même les jeunes ont connu cette époque-là, c'était il y a 5 ans. Et souvenez-vous de cette histoire de masques. Il n'y avait pas de masques, on n'arrivait pas à s'en faire livrer. Au début, ils étaient interdits, il ne fallait pas les mettre, vous ne saviez pas les porter de toute manière. Puis vous saviez, c'était la porte-parole du gouvernement là, qui disait « Mais même moi, je ne sais pas mettre les masques, on me dirait, je ne saurais pas comment faire. Il faudrait que je suive une formation d'au moins un bac plus 5 en enfilage de masques, vu que moi, j'enfile les perles. » Bon, voilà, bref. Donc, évidemment, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce qu'on n'en avait pas. On n'en avait pas parce qu'on ne voulait pas les payer. Et puis qu'évidemment, on n'avait pas de quoi les fabriquer, et donc comme on n'avait pas de quoi les fabriquer, vous savez quoi, on était dépendant de la Chine. Mais sur le tarmac, on se faisait piquer les cargaisons parce qu'il y avait toujours un plus offrant, par exemple, aux États-Unis. Donc on a dit, oh là, on va redevenir souveraineté dans les masques, on va devenir souverain, on va recréer des usines de masques. Donc évidemment, des entreprises ont répondu, ah, vous êtes chef, on est là pour construire, pour bâtir, pour coudre des masques. Et donc on va préparer des masques, et puis évidemment, ces entreprises-là ont reçu des masses de commandes publiques pour produire des masques, et la demande a commencé à baisser très rapidement, et puis surtout les industries chinoises, indiennes se sont mises à produire encore plus massivement avec des prix extrêmement bas que les entreprises françaises nouvellement créées ne pouvaient pas concurrencer ni en volume ni en coût. Donc l'État, très pragmatique, il a dit quoi? Il a dit je vais cesser mes commandes, presque immédiatement, dès 2021, les commandes cessent. Et toutes les sociétés ont commencé à mettre la clé sous la porte, faute de commandes publiques, avec une demande qui s'effondre. Et aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une, c'est la société Clap en Bretagne, et ça risque d'être, hélas pour eux, le Clap de fin, sans mauvais jeu de mots, puisqu'ils sont en redressement judiciaire, qu'il n'y a pas de commande publique, et que notre dernière usine de masques FFP2 va sans doute fermer ses portes, et c'est extrêmement... Ah non, c'est en Charente, pardon. Et non, ça c'est en Charente, et ça, c'est Clap, c'est bien en Bretagne, et c'est extrêmement triste de voir ça, puisqu'en fait, on ne peut pas parler de souveraineté et ne pas maintenir effectivement un volume de commandes publiques, mais vous voyez bien que vous ne pouvez pas compter sur l'État et sur sa régularité et sur sa constance dans sa stratégie. Alors d'ailleurs, tiens, regardez, ça c'est un emprunt russe. Oh, c'est une petite analogie mignonne et sympathique. Donc ça, c'était les emprunts russes, les gens qui avaient payé au début du siècle. Alors, moi, j'étais pas né non plus, ça, je n'ai vu ça que dans les livres d'histoire, même si j'ai la barbe blanche. Bon. Et les emprunts russes, ma belle-mère avait récupéré des emprunts russes de ses grands-parents, donc début du siècle, et c'est elle qui a réussi à se les faire rembourser pour une toute petite valeur symbolique, mais elle est allée se les faire rembourser, c'était au début des années 2000, il y a eu un règlement, et donc elle a ramené ses emprunts russes à la banque, et la Russie a remboursé les créanciers un siècle plus tard. Emprunts russes, toujours et encore, et là on ne vous
propose un emprunt anti-russe en fait, hein. Donc c'est là le clin d'œil. On va passer des emprunts russes aux emprunts anti-russes. À cette époque, on avait financé la Russie du tsar, et puis la Russie du tsar, elle a été renversée par les bolcheviks et par les communistes lors de la révolution de 1917. Et quand les soviétiques et les communistes sont arrivés au pouvoir, ils ont dit les dettes du tsar, rien du tout, on n'enrichira pas les méchants capitalistes de l'Ouest, allez vous faire voir chez les Grecs et pédaler dans la semoule du yaourt. Résultat, un siècle après, on a été remboursé pour des cacahuètes et des roupies de Sansonnet. Les États sont par nature cyniques. La commande publique ne dure que le temps de son utilité ou de sa possibilité. La possibilité ici devant être comprise en termes de soutenabilité, et donc de soutenabilité de la dépense publique dont dépend la commande publique évidemment. Et côté soutenabilité, vous avez de quoi avoir de grands, vieux, bons, méchants doutes, compte tenu de l'endettement de l'État et de la difficulté qu'on a de faire un budget. L'épisode récent des masques et de la filière de réarmement des masques nous donne le résultat, faillite des entreprises qui dépendent d'une commande publique volatile et qui peut cesser du jour au lendemain. Ça, c'est hyper important à avoir en tête. Vous ne pouvez pas gérer une entreprise si vous avez de la volatilité, évidemment, de demande et que vous êtes dépendant de l'État comme ça et d'un seul client. Vous êtes monoclient et en plus, il n'est pas fiable. Bon, autant vous dire que votre modèle économique, il est complètement pourri dès le départ, d'accord? C'est moisi. J'ai qu'un seul client, je suis monoclient, et deuxièmement, ce monoclient, il n'est pas fiable, et sa demande et ses commandes sont volatiles. Vous êtes sûr que vous avez envie d'investir là-dedans? Bah, moi, personnellement, si vous posez la donnée comme ça, alors, dans ce que je vais investir, il y a combien de clients? Un, ok. Donc, je vais être monoclient? Ouais, ok. C'est qui le client? C'est l'État. En gros, c'est l'État français. Ah, ok. Est-ce qu'il est solvable? Non. Est-ce qu'il arrive à faire un budget? Non. Est-ce qu'il a un système politique stable? Non. Ouais, je vais passer mon tour. Je vais laisser jouer les autres. Ouais, mais tu vas peut-être rater un gros rendement. Ouais, il y a des rendements que j'aime rater. Après les emprunts russes, les emprunts donc anti-russes avec le même résultat. Souvenez-vous ces histoires de dégradation, je vous en avais parlé la semaine dernière. Vous avez une autre agence de notation qui a maintenu également sa note parce qu'évidemment, si la France, qui est dans cette catégorie qualité moyenne supérieure, passe juste en qualité moyenne, ça va entraîner non pas juste une augmentation des taux, ça va entraîner le fait que toutes les banques, les compagnies d'assurance qui peuvent investir leurs fonds propres uniquement statutairement et légalement parlant, uniquement dans de la haute qualité ou de la qualité moyenne, dans de la haute qualité, pardon, n'ont plus le droit. Première qualité, haute qualité, vous pouvez y mettre les fonds propres. À partir du moment où vous êtes qualité moyenne supérieure, vous ne pouvez plus y mettre vos fonds propres. Ça veut dire que ce sont des centaines de milliards qui seront arbitrés, qui seront revendus parce que légalement, les banques, les compagnies d'assurance ne pourront plus détenir de la dette française pour leurs fonds propres, voilà, qui sont investis dans des obligations d'État. Donc, c'est terrible. C'est créer évidemment une crise de la dette, ce que les agences de notation ne veulent pas faire, mais évidemment, la France devrait être dégradée. Elle n'est pas dégradée tout simplement parce que c'est un risque systémique pour le marché obligataire mondial. Il n'y a que la dette française est l'une des dettes, pour ne pas dire la dette la plus importante sur le marché, après celle des États-Unis d'Amérique. Voilà, 3 400 milliards d'euros de dette, nous avons de quoi faire trembler le marché obligataire s'il y avait un problème et donc de créer une crise systémique, notamment et particulièrement en zone euro. Et donc c'est cet État qui est dans ces situations-là qui va faire de la commande publique de défense. Oui, et moi je mets le chocolat et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu avec ses petites patounes. Hein. En attendant, l'or, lui, continue d'aller de record en record. 3118 $ l'once d'or au moment où je vous parle. Il y a un problème, mes amis, il y a un éléphant dans la pièce que personne ne voit, mais il est là. Alors, si vous voulez du métal, vous avez le choix entre l'État, qui vous propose d'investir dans du plomb, et puis vous avez le marché de l'or et de l'argent qui vous propose d'investir dans du métal précieux, dont la tendance a
quand même va vers l'avant, vers la hausse, vers l'augmentation, et donc a priori, vaut peut-être mieux investir dans de l'or que dans du plomb, car l'État n'est pas encore un alchimiste capable de transformer du plomb en or. Par contre, c'est un bras cassé de la gestion, et notre Mozart de la finance, lui, a la capacité de transformer notre or en plomb. Donc, je reste vraiment sur l'analogie or, plomb, plomb, or. Soit vous filez votre argent à notre professeur Troposol du palais de l'Élysée, et il va vous transformer votre or en plomb, et donc il va stocker les obus, ou alors vous ne donnez pas votre or pour le transformer en plomb, mais vous gardez bien votre argent pour le transformer en or. À mon avis, dans un cas, vous allez vous appauvrir, dans un autre, vous risquez plus de vous enrichir. Chacun fait ce qu'il veut, comme il le veut. Nous sommes dans un pays libre, enfin, nous ne sommes pas encore en Corée du Nord. Loin de là, nous sommes juste en Corée de l'Ouest. La conclusion, c'est que toujours, encore une fois, comme disait Pépé, quand c'est flou, il y a un loup. L'État va faire évidemment peser le risque sur les petits épargnants, et on va vous faire, d'après mon pifomètre et à la louche, je pense qu'on va vous faire une petite Eurotunnel. Voilà, hein. Donc l'idée, c'est de prendre vos sous-sous, et puis on ne pouvait pas prévoir, hein. Et donc quand on ne peut pas prévoir, évidemment, ça veut dire que vous avez été couillonné. Il va passer quelques commandes publiques, le temps où l'État pourra à peu près encore le faire, et de vous à moi, ça va durer très peu de temps, ça va durer jusqu'à la discussion budgétaire pour 2026. Vous avez vu comment nous avons eu du mal à faire un budget 2025, budget qu'on ne tiendra pas, recettes fiscales en baisse, dépenses en hausse, déficit budgétaire qui va être considérable. On va reporter le problème à 2026. On ne sait pas s'il y aura dissolution, pas dissolution. J'ai pas dit 10 solutions, j'ai dit une dissolution de l'Assemblée nationale, qui est de toute façon pas gouvernable. Le gouvernement risque de se faire censurer. Bayrou ne tiendra pas. Il n'a fait d'ailleurs qu'augmenter, je regardais mon truc en même temps, mais il n'a fait effectivement d'ailleurs qu'augmenter les dépenses et les impôts, les mêmes causes produisant les mêmes effets, les amis, il n'y a plus d'argent dans les caisses, il y en a sous-manqué, et en plus, c'est pas tout, hein. Bon, vous avez un processus de paix qui est loin d'être achevé avec l'Ukraine. Alors, on veut y mettre des troupes, on va envoyer nos soldats, nous on est en train de faire notre truc avec les Anglais, les machins, les trucs, bon, enfin... Là, on est en train de faire notre tambouille, nous avec les Anglais, déploiement des forces de réassurance, blablabla. Bon. Mais vous avez quand même les Russes et les Américains qui vont quand même, à un moment donné, dire oui ou dire non, hein. Donc là, on fait notre truc, alors on pourrait l'imposer aux Américains et aux Russes, oui, bien sûr. Je ne suis pas persuadé qu'on soit particulièrement en état d'imposer quelque chose. Là, vous êtes en train de me regarder sur YouTube. Bon, c'est américain. Vous allez vous envoyer des mails avec Gmail ou Yahoo qui sont américains. Vous allez payer avec vos cartes Visa, Mastercard, enfin Visa ou Mastercard, c'est américain. Vous regardez vos vidéos et vos films sur Netflix et vous allumez un ordinateur qui est Microsoft. Vous utilisez tous des téléphones portables qui sont soit des Apple américains, soit qui fonctionnent sous Android et c'est Google. Mais attendez, ils appuient sur un bouton, il n'y a plus rien qui marche, hein, d'accord? Donc c'est bien gentil de vouloir défier les Américains, mais il faut avoir les moyens de ses ambitions, il faut avoir les moyens de sa souveraineté, il faut avoir les moyens de ses rapports de force. Alors, vous savez, moi je suis plutôt gaulliste dans l'âme, hein, donc pour ne pas avoir à se réarmer, il faut déjà éviter de se désarmer. Donc je connais très bien mon histoire, je connais très bien les civis pacem, parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre, je connais aussi Sun Tzu, donc je connais tout ça, il n'y a pas de souci, d'accord? Eh bien la meilleure manière de ne pas avoir à se réarmer, c'est de ne jamais se désarmer. Et donc il faut toujours évidemment maintenir un niveau de dissuasion conventionnel comme nucléaire qui soit tel et tellement crédible que de toute manière, on n'a pas envie de venir vous occuper et vous êtes dissuasif. Voilà, bon, et si on avait fait ça, on n'aurait pas à se réarmer. Et puis, de toute manière, il ne faut pas oublier les logiques géopolitiques et politiques, nationales comme internationales. Vous voyez bien aujourd'hui qu'en termes national, c'est le bazar, instabilité politique, et puis en termes international, eh bien, bon, que diront Trump et Poutine sur notre désarmement? On n'est pas en vase clos, on ne va pas pouvoir faire tout et n'importe quoi. Donc,
Encore une fois, il n'y a aucune logique économique compréhensible à ce placement. Dans un tel contexte, et vu la volatilité, la tentation pour l'État sera de vous faire une Eurotunnel et de vous faire prendre le risque à vous, c'est-à-dire aux investisseurs. Alors après, en plus d'un point de vue moral, là on sort après du champ économique, on rentre dans la moraline, mais bon, la guerre c'est cracra, hein, la guerre c'est des morts, la guerre c'est du sang et des larmes, comme disait l'autre. Bon, alors la guerre côté responsabilité sociale, vous savez, la RSE, bon, alors bon sentiment, cucugnangnang, voilà, bon, bah les bons sentiments, vous n'avez pas financé la guerre. Donc si vous êtes bon sentiment, cucugnangnang, moi la RSE, j'achète que des placements éthiques, bon, et que vous allez financer le truc, c'est pas très cohérent. Bon, ensuite, si vous êtes pro-climat, moi, la Gaïa, la terre-mer, sauver les petits oiseaux, machin, etc., il n'y a pas plus dégueulasse en termes de pollution que la guerre. Il n'y a pas de char électrique, il n'y a pas de borne de rechargement sur le front ukrainien, il n'y a pas de pot catalytique sur les tanks, je vous rassure, il n'y a pas non plus d'AD Blue, donc c'est du bon gros vieux diesel, pas pur et pas tout ce que vous voulez, pas raffiné, et ça envoie des flopées de nuages noirs et de particules. Et puis je vous raconte pas, les gentils obus, en fait, ils sont plus au plomb, les amis, hein, je vous le disais tout à l'heure, le plomb et l'or, mais en réalité, ils sont plus au plomb, ils sont plutôt à l'uranium appauvri pour mieux percer les blindages actifs des tanks de dernière génération. Bon, bah, si vous voulez, l'uranium appauvri, c'est pas non plus super top pour l'environnement, quoi, vous voyez, donc bon, en plus, il y a des centrales nucléaires autour desquelles on envoie des bombes. Donc, tout ça, si vous voulez, moi, si vous m'expliquez qu'il faut aller la main sur le cœur, oh, c'est très important d'aller financer quand même l'industrie de la défense, parce que tu comprends, c'est notre souveraineté, il en va quand même de Poutine, hein, tiens, prends ça, Poutine, j'ai pris une douche froide aujourd'hui, tiens, prends ça, Poutine, et puis bon, ouais, enfin, ça va, redescendez sur Terre, vous ne sauverez pas la planète, effectivement, en finançant la guerre. Donc voilà, c'est important, hein, là, c'est pas, je vais vous dire, c'est même pas d'un point de vue moral, mais c'est d'un point de vue paradoxe, et j'adore pointer les paradoxes, et surtout de ce type de paradoxe. Ensuite, le vrai rendement, là c'est encore nettement plus moral par contre, mais le vrai rendement d'une industrie de défense, c'est le nombre de morts réalisés au cas euros investis et dépensés, voilà, hein, d'accord. Donc là on est à 1 million de morts, donc si vous voulez que la boucherie continue, financez-la. Moi je la financerai pas. Voilà, parce que de la même manière que nos emplettes font nos emplois, de la même manière que il y en a qui m'expliquent la main sur le cœur, ouais, moi pour embêter Elon Musk, je raye toutes les Tesla que je croise et puis j'achète rien à Elon Musk. Très bien, c'est votre droit. Vous avez effectivement le droit avec vos achats d'engager, de dépenser dans des entreprises ou pas dans des entreprises en fonction de vos convictions, et c'est très bien. Eh bien, si vous allez financer l'industrie de défense, ça veut dire que vous financez la boucherie et vous la faites durer plus longtemps. Eh bien, écoutez, vous en expliquerez le jour où vous rencontrerez le Seigneur. Pour ne pas avoir à réarmer, il faut savoir ne pas désarmer. Dividende de la paix, d'accord? Donc c'était les âneries qu'on entendait depuis des années, et la chute du mur de Berlin. Ouais, c'est la fin de la guerre, dividende de la paix, c'est plus la peine de dépenser. S'il faut toujours maintenir un appareil militaire, une industrie de défense, faut arrêter de la brader, de la filer aux Américains quand on est allié avec, quand on les trouve gentils, hein, et puis de nous laisser piller quand on trouve les Américains gentils, hein, pour vouloir après aller les affronter quand on les trouve méchants. Et qu'on n'en a plus les moyens, évidemment. Les dépenses militaires sont par nature économiquement stériles, d'accord, il faut le dire, c'est important, c'est totalement stérile. Soit ça sert à rien et donc on stocke les obus dans un coin pour qu'ils ne servent pas, ce qu'on espère tous, soit ils servent et à ce moment-là c'est pour tuer des millions de gens et pour détruire des villes entières. Donc dans tous les cas c'est complètement stérile, soit ça sert à rien, soit c'est pour tout détruire. Donc détruire tout le patrimoine accumulé et toute la richesse créée par les générations d'avant. Donc il n'y a pas plus crétin que les dépenses militaires, il n'y a pas plus stérile que les dépenses militaires, et il n'y a pas plus destructeur évidemment que la guerre pour la prospérité. Donc, s'il vous plaît, de grâce, et évidemment qu'il faut une armée, on est bien d'accord là-dessus, évidemment qu'il faut la défense, on est bien d'accord là-dessus, mais il faut qu'elle soit proportionnée, il faut qu'elle soit cohérente avec, un, le degré de menace, mais deux, surtout, le degré de dissuasion que l'on souhaite. Et il faut une dissuasion complète. Et la dissuasion ultime, c'est évidemment l'arme nucléaire, donc ça ne sert à rien si on raisonnait par l'absurde. Pourquoi dépenser même 1 milliard d'euros en chars
dont on ne se servira pas, puisque de toute façon, le premier qui vient nous embêter, on l'atomise jusqu'à la destruction totale et l'anéantissement le plus complet. Voilà, ce qui est un peu redondant, je vous l'accorde. Bon, donc voilà, il faut se calmer aussi un petit peu. Donc, si tu veux la paix, prépare la guerre, mais avec tempérance, pondération et sagesse économique et financière. Il faut évidemment faire quelque chose d'adapté et ça doit se discuter. Et ils vont acheter quoi comme armes? Et ils vont financer quoi? Ils vont financer des tanks à 50 millions d'euros qui sont détruits par des drones à 500 $ qui viennent de Chine, ou on va investir dans des droneries? Et puis ces fabriques de drones, on va en faire beaucoup, pas beaucoup, bon, bref. Donc en plus, si vous voulez, tout ça, ça doit se discuter parce que c'est pas tout et n'importe quoi qu'on doit acheter, évidemment. La guerre change et chaque guerre est une nouvelle guerre avec de nouveaux armements. Faire un essai nucléaire coûterait évidemment beaucoup moins cher et ne serait pas tellement plus polluant que toute la guerre que l'on fait. Quand une politique est stupide, elle finit toujours par se terminer et cette politique-là est stupide et va finir par se terminer. Ne jamais investir dans une politique stupide qui finit par se terminer et qui est mise en place par un État surendetté et qui, soit dit en passant, et pour finir, petite cerise sur le gâteau, est moralement contestable. Voilà les amis, donc vous me connaissez, moi je suis plutôt humaniste, j'aime pas voir les gens mourir, hein, même si c'est des gens que je ne connais pas. Je trouve que la guerre globalement c'est dégueulasse, je suis pas naïf, je sais que les États ils sont pas gentils, donc oui il faut des armes, oui il faut surtout une dissuasion nucléaire, oui il nous faut une armée, non il ne faut pas désarmer, quand on désarme pas on n'a pas à réarmer, quand on se surendette pas on n'a pas à se désendetter, d'accord, tout ça c'est du bon sens et vous savez quoi, l'eau ça mouille, le feu ça brûle. Et juste ce qu'on a oublié dans ce pays, c'est tout le bon sens. Et ce bon sens, de toute manière, il va se rappeler à notre bon vieux souvenir parce qu'on va appeler un effondrement. Il a déjà commencé, il va s'accélérer tout au long de cette année 2025. Il devrait atteindre un paroxysme fin 2025, début 2026, avec notamment peut-être un effondrement économique majeur autour de cette histoire de budget de la France qu'on va avoir du mal à réaliser dans un contexte politique qui est tout simplement totalement inconnu. Nous ne savons pas quel gouvernement et quels hommes politiques seront à la tête de ce pays dans quelques mois. Voilà la réalité. Donc, si vous avez envie d'investir dans ce truc de défense, allez-y, c'est votre liberté la plus grande et je respecte la liberté de tous et de chacun, c'est une valeur essentielle et fondamentale. Moi, à titre personnel, j'irai pas un copec pour les marchands de mort. Copec, tiens, je crois que c'est de la monnaie russe. Zut alors. Allez, salut les amis, vous prenez grand soin de vous. Tiens, j'ai oublié, Yalta 2.0, le livre sur Amazon, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur cette histoire de lutte entre les mondialistes qui restent en Europe et puis les souverainistes américains et russes. Pour ceux qui veulent en savoir plus et approfondir leurs connaissances sur Amazon. Yalta 2.0, vous avez le lien dans la description ici, juste en dessous. Avec les commentaires, vous aurez le lien pour aller directement sur Amazon. Et puis, évidemment, le dossier stratégie, réquisition de l'épargne, comment se protéger de la rapine gouvernementale et limiter au maximum les possibilités pour l'État de venir vous prendre vos sous et comment faire pour avoir ce qu'il faut le jour où il veut vous les prendre. Allez, les amis, passez une belle semaine, des pouces, des partages, à volonté, des inscriptions, où vous voulez, et puis vous pouvez vous abonner à la lettre stratégie. Pour avoir tous les conseils mensuellement sur le site insolence.com. Allez, passez une belle semaine les amis et on se retrouve dimanche prochain.